Alors moi, je connais pas Thomas Durand. Et pour un petit peu me faire une idée du personnage, à part la vision que j'ai pu en avoir d'un bonhomme assez pédant, usant de termes plutôt compliqués, souvent, ayant une vision, en tout cas un lettré plutôt tarabiscoté, je me suis dit, je vais essayer objectivement de voir un petit peu l'image mentale que je peux me créer en lisant un petit peu quelques articles où il a participé, en regardant un petit peu tout simplement sur Google. Je vais taper Thomas Durand et je vais voir un petit peu ce qui sort. Donc là, je tombe sur un article de 2021 où Thomas Durand a été interviewé sur la sortie d'un de ses bouquins, je crois bien. Et le titre est L'esprit critique est plein de trous. Comment le youtubeur Thomas Durand fait de la pédagogie contre les idées reçues. Et c'est vrai que au final, tout se résume à ça, les idées reçues. Alors, est-ce que en tant que appliquant de la zététique, donc de l'analyse des faits, pour toujours avec une vision non partisane, en tout cas au maximum, est-ce que on n'est pas, ou plutôt est-ce que l'on est vacciné contre les idées reçues? Il semblerait, vu la petite histoire qui se passe actuellement entre ce monsieur et Psychodélique, ça ne soit pas le cas. Bon, moi je vais voir un petit peu quels sont les argumentaires, etc. Mais en prenant un petit peu de recul, c'est ce que je pense. Alors dans cet article, pourquoi certaines idées s'imprègnent-elles plus que d'autres dans notre cerveau? Vous citez l'exemple de la muraille de Chine qui serait le seul bâtiment visible à l'œil nu depuis la Lune, ou la phrase « on n'utilise que 12% de notre cerveau ». Attention, la plupart des choses que l'on entend et que l'on répète sont vraies. C'est intéressant. La plupart des choses que l'on entend et que l'on répète sont vraies. Alors est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est presque vrai? Donc moi, j'entends que ma main, que moi, par exemple, je suis blanc. Bon, en tout cas, je suis rose, mais on dit je suis blanc. J'ai des cheveux, mes cheveux sont châtains. Bon, là, vous les voyez pas, je me suis rasé. Donc effectivement, la plupart des choses que l'on entend et que l'on répète sont vraies. Donc notre président est François Mitterrand. Non, notre président est Emmanuel Macron. D'accord, je comprends la logique. Mais il y en a d'autres qu'on répète parce que cela fait une bonne histoire. C'est agréable d'y croire. Donc, exemple, quand on dit J.K. Rowling est transphobe, est-ce que c'est agréable d'y croire ou c'est la vérité parce que on l'entend souvent et que c'est répété? C'est une question. La baliverne au sujet de la muraille de Chine, par exemple, eh bien Thomas Pasquet a encore pris une photo il y a quelques jours. Il dit qu'à l'œil nu, il ne la voit pas, ce qui est logique. C'est qu'un vieux tas de pierres, il n'est pas si haut que ça. Et par rapport au pied du paysage, je vois pas pourquoi on verrait la baliverne. Mais bon, j'ai compris l'idée. Il dit qu'à l'œil nu, on ne la voit pas. La baliverne est réfutée, mais ça fait une belle histoire, donc on va encore l'entendre. Je comprends. Donc, c'est la belle histoire. Il y a de nombreuses balivernes qui touchent à la santé. Vous prenez par exemple l'exemple de la pierre semi-précieuse qui émettrait des énergies bonnes pour notre santé, ou la croyance selon laquelle il n'y a plus d'accouchement les soirs de pleine lune. Je ne connaissais pas ces histoires-là. Le domaine de la santé est particulièrement riche en balivernes. On adore croire des choses sur la santé, sans doute parce que c'est un domaine très important et qu'on se sent souvent démuni en la matière. Croire certaines choses sur la santé, ça nous permet de nous imaginer que nous contrôlons un peu les choses. Les balivernes ont aussi un rôle pour nous rassurer, limiter le stress, et de ce point de vue, elles fonctionnent. Donc, concernant par exemple l'homéopathie, il y aura un effet placebo?
C'est ce qu'il dit, le monsieur, qu'il y a certaines choses, genre la pierre, qui se donnerait, qui émettrait des énergies positives. Il y aurait peut-être un effet placebo sur certaines personnes. D'accord. Bon, pour l'instant, il me dit pas grand-chose que je ne puisse pas comprendre. Et puis, est-ce que j'ai besoin qu'il me le dise? Enfin, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on ait besoin de personnages qui foutent des coups d'épaule dans des portes déjà ouvertes. Ça me laisse toujours songeur. Alors, je suis pas particulièrement malin, mais tout ça ne me cause pas. Ou alors, il a fait preuve d'un certain paternalisme en se mettant au niveau de l'auditoire de 20 minutes. C'est possible aussi. Il ne faut donc pas nécessairement porter un jugement négatif sur ses croyances, mis à part lorsque la santé est en jeu, auquel cas il est préférable de croire des choses vraies. D'accord, d'accord, d'accord. Certaines balivernes sont répétées à l'envi, ne faut-il pas y voir un échec de l'esprit critique? L'esprit critique n'est que dans la bouche de celui-là qui l'a dit, quoi. Je sais pas, moi. On peut voir ça comme ça, mais encore une fois, la plupart des choses que l'on répète sont vraies. 2 plus 2 égale 4. Paris est la capitale de la France. Il ne faut pas que mon livre soit une brique en plus pour catégoriser les gens entre gentils et méchants, au contraire. Moi, le peu que j'ai entendu ou que j'ai vu sur Monsieur Thomas Durand m'inciterait plutôt que dans sa vision des choses, il y a les gentils et il y a les méchants. Il y a les personnes qui pensent juste et les personnes qui pensent bien. Bon, après, j'ai pas utilisé qui pensent mal, j'ai dit qui pensent bien. Les autres, en fait, ils ne pensent pas, par définition. Donc, pourquoi les écouter? Pourquoi simplement analyser ce qu'ils disent? De toute façon, ils ont tort. Nous sommes tous à égalité devant les énoncés. Si on s'entraîne, nous pouvons tous résister un petit peu mieux aux énoncés trompeuses ou trompeurs. Il n'y a jamais de garantie que l'on soit étanche au bullshit, entre guillemets mensonges. Nous avons tous dans la tête des choses fausses que l'on ne veut pas questionner. La plupart du temps, ce n'est pas grave. L'esprit critique est plein de trous, mais il existe chez tout le monde. Oh, pop, 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 comme t'y vas, malheureux. Vous consacrez une grande partie du livre à ce qu'on appelle le biais cognitif. Ah, le biais cognitif, ça c'est souvent utilisé, ça. Dans la vie quotidienne, est-il vraiment important de savoir que nous raisonnons par ce biais, avec ce biais? Est-il important d'agir contre eux ou avec eux? On le voit chez les autres. Le but du bouquin, c'est de rappeler que cela existe chez tout le monde. Les biais ne sont pas des preuves que le cerveau est mal foutu, ce sont juste des raccourcis mentaux qui, dans la plupart des situations, nous amènent à des conclusions qui sont proches de la réalité, assez proches pour que le raisonnement soit considéré comme étant valide. D'accord, d'accord, je vois bien. Faut-il l'appliquer à soi-même, hein, cette analyse, hein? Ces biais sont multiples, nous n'y sommes pas sensibilisés au quotidien. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore comment on peut améliorer l'esprit critique des gens, mais présenter les biais est une bonne piste. Il faut qu'on soit conscient des biais parce que ceux-ci sont exploités par le marketing. Si vous voulez vraiment ne pas être un mouton, il faut les connaître. Le marketing a des recettes que l'on sache ou non qui tapent exactement dans les angles morts de la rationalité des gens pour obtenir d'eux qu'ils disent oui là où ils auraient dit non s'ils avaient vraiment jugé à la hauteur de leur intérêt personnel. Alors, maintenant, on va revenir sur le sujet qui fâche. On va revenir sur la période du Covid. Moi, à titre personnel, je suis bête et méchant. Moi, comme je faisais partie des personnes qui pouvaient éventuellement être touchées. Moi, quand on a dit bah, allez vous faire vacciner, moi je me suis fait vacciner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je me suis pas pris la tête. Je fais confiance dans le système. Et c'est un biais, là aussi, de se dire que les gens ne sont pas méchants. Les gens ne veulent pas le mal et font en sorte que tout se passe bien pour la majorité. Ceci étant dit, je ne suis pas non plus étonné que certaines personnes qui ont un esprit critique, serait-il biaisé, qui disent non...
On n'a pas assez de recul. Ils en sont où les tests Et après, ils peuvent se dire, mais on nous a dit, on revient aux historiques, le masque, ça sert à rien. Après, le masque, c'est indispensable. Alors que bon, moi, à titre personnel, depuis que je suis tout petit, je vois les mecs, quand ils font de la chirurgie, quand ou quand il y a quelqu'un qui a une maladie quelconque contagieuse, au mieux, au minimum, ils ont un masque sur la gueule. Et il y avait des politiciens qui viennent de dire, ah bah non, ça sert à rien. Bah oui, ça sert à rien. Et après, dans la même séquence, quelques semaines plus tard, ah, il faut le masque. Ah, si t'as pas ton masque, tu vas aller en prison. Ou plus efficace, tu vas te prendre une prune. Le mec, il est dans la rue, au fond des bois. Il y a 2 flics qui vont le cadenasser, mais hey, t'as pas ton masque. Putain, le mec, il est seul. La seule chose qui va contaminer, c'est Bambi. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, est-ce que ces gens-là, c'était des gens qui pensaient bien ou qui pensaient mal? Les gens qui sont un peu conspirationnistes, qui sont dans le rejet des théories officielles, ont tout intérêt à connaître les biais cognitifs. Et ils sont dans une démarche où ils désirent ne pas être manipulés. Ils confondent ce désir avec cette idée. C'est bon, puisque je ne veux pas être manipulé, je ne peux pas l'être. Or, dès qu'on en est sûr, c'est un piège mortel, parce que l'on cesse d'être prudent. Alors, est-ce que Thomas Durand est tombé dans ce piège? On lui dit depuis des années que sa pensée est claire, voire éclairée, que par les outils qu'il met en branle, il est protégé de tous ces biais cognitifs, de tous ces a priori, somme toute, et qu'il n'a plus besoin de se remettre en question. D'ailleurs, il est entouré de gens qui pensent comme lui. Où est le problème? Nous avons la raison nous garde. Bah, dans le cadre de ces gens-là, ces fameux conspirationnistes qui se pensent protégés de tous ces biais, car ils ont un esprit ouvert et ne vont pas tomber dans les pièges que on peut leur tendre. Dans le livre, vous expliquez que ces biais se retrouvent dans de nombreuses situations, même là où on ne pourrait s'attendre à de la partialité. Par exemple, vous citez l'exemple d'une étude scientifique menée sur des décisions de justice en Espagne. Certaines décisions présentent un biais lié au réquisitoire ou, dans le cadre d'un appel, aux condamnations précédentes. Le jugement final s'en est trouvé influencé. Dans la plupart des situations, les humains ont intérêt à regarder comment les autres humains se comportent et à calquer leur comportement sur celui des autres. Si des personnes sont en train de courir en hurlant dans la rue, ce n'est pas pour rien. En général, peut-être est-ce un canular, mais c'est une hypothèse un peu coûteuse. Il vaut mieux courir parce que peut-être il y a un fauve ou un fou furieux qui tire sur les gens. Somme toute, c'est l'effet de foule qui justement nous permet de déconnecter le cerveau et de suivre le groupe. Puisque le groupe est peut-être peu intelligent, mais il a toujours raison. Eh oui, le groupe a raison. En revanche, lorsqu'un juge, quand on est juge et qu'on a des règles à suivre et qu'on devrait être objectif, il s'avère qu'on ne l'est pas. Parce que l'être humain n'est pas objectif. Même les magistrats vont être un peu conservateurs dans le jugement et vont avoir tendance à suivre le jugement des autres. Et puis c'est logique. À part si tu te penses tout puissant, sachant, et que tu as la science infuse, bah tu as tendance à prendre tes pairs comme exemple. Tout le monde n'est pas un novateur qui va casser le moule pour en fabriquer un autre. Casser la théorie existante, casser l'existant pour créer un futur meilleur, plus intelligent, plus intelligible. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Vous utilisez l'expression penser contre soi-même. Est-ce la méthode que vous recommandez pour se libérer des biais cognitifs?
Il n'y a pas de méthode miracle. Les biais, vous ne vous en débarrassez pas. La meilleure preuve, ce sont les illusions d'optique. Même quand on sait ce que l'on a sous les yeux, parfois on n'arrive pas à voir la réalité telle qu'elle est. Les biais cognitifs vont rester parce que le cerveau est fait comme ça. Et somme toute, c'est bien, ça permet de court-circuiter le temps de réflexion et on appelle ça l'instinct. Hein, on voit des yeux dans le noir, on a l'impression qu'il y a des yeux dans le noir. Réaction de peur, montée d'adrénaline, fuite ou combat. On en revient toujours à ça. Bigre. Bigre. Il y a des situations où on arrive à un jugement qui est faux, même quand on sait que c'est faux. On est des professionnels, ou plutôt on a des professionnels à l'hôpital qui croient qu'il n'y a plus de naissance les jours de pleine lune, même si les données disent le contraire. Ils ont le sentiment qu'ils l'ont vu, qu'ils l'ont vécu, que le lien de logiciel est réel. Alors c'est quoi cette fameuse, ce fameux, le truc Mandela là, c'est quoi? Quelqu'un me dira en commentaire s'il vous plaît. On a l'impression que, et en fait c'est dans notre logiciel, on ne sait pas pourquoi, et c'est faux, mais on en a la certitude. Moi, j'ai la certitude que certaines personnes sont pédantes et fort désagréables, qu'elles instrumentalisent leurs amis et leur communauté. En tout cas, c'est peut-être la communauté qui instrumentalise le personnage, je ne sais pas. Mais, somme toute, ça sent mauvais. Peut-on quand même avoir des signaux d'alerte? Oui, ça m'intéresse. Les signaux d'alerte, ce sont les autres, les gens autour de soi. Ah oui, mais que se passe-t-il quand tu ne côtoies que des gens qui pensent comme toi et que toute parole dissonante n'est que parole d'ennemi, que d'adversaire, que de personnes qui veulent t'humilier? C'est ironique. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux gens qui ne pensent pas comme nous. On ne peut pas être que dans des cercles où nous sommes tous d'accord. Avoir un petit peu de désaccord avec nos amis, c'est la meilleure chose que l'on puisse faire. La solution, c'est aussi de ne pas croire qu'on est immunisé. Lire des bouquins sur les biais cognitifs ne vous empêchera pas d'en avoir. Vous dites ne pas avoir envie d'être le chevalier blanc du rationalisme. En tout cas, je ne sais pas si c'est le chevalier blanc, mais vous remarquerez qu'il porte régulièrement, on se demande pourquoi, il fait pas des expériences en labo, une blouse blanche, genre preuve d'autorité. Oh, je suis docteur en ci, je suis docteur en botanique peut-être, ou je suis docteur en médecine, ou je suis professeur universitaire. Pourquoi je mettrais pas une petite blouse? Tout le monde peut mettre une petite blouse. Nous sommes comme ça, nous les zététiciens, ceux qui appliquent les méthodes scientifiques à des domaines sortant du champ habituel de la science. Est-ce que vous avez bien raison d'essayer d'appliquer des méthodes scientifiques à certains champs tels que la sociologie? Le sceptique, en particulier parce que des gens qui se reconnaissent dans cette communauté ont une attitude de redresseur de tort. Ah, ça commence à partir en sucette. Les redresseurs de tort, les Don Quichotte, ceux qui cherchent systématiquement des moulins pour fendre, bah ils en trouvent. Ils sont motivés par de bons sentiments et ils sont un peu trop tranchants dans leur jugement. Ah. Là, je pense que on a touché du doigt. Dans cette communauté, ils ont une attitude de redresseur de tort. Ils sont motivés par des bons sentiments et ils sont un peu trop tranchants dans leur jugement. Est-ce que c'est pas ça le nœud de l'histoire? Notre travail, ce n'est pas d'aller faire la guerre aux gens. Mais quand il faut. C'est d'être dans la prophylaxie. Donc dans le cordon sanitaire, des gens toxiques, un cordon sanitaire,
et on crame tout lance-flamme peut-être. Dans l'éducation populaire et d'aider les gens à se demander pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent parce que la plupart des gens n'ont pas envie de croire des bêtises. Alors après ça finit, bon ça parle un petit peu de la chaîne YouTube et on s'en tape le coquillard sur la table. Donc on va continuer à regarder un petit peu, à essayer de tirer d'articles divers et variés des éléments de compréhension du personnage, du contexte, tout en sachant que moi je ne m'intéresse pas, comme je l'ai dit, à ce que ils disent. Ça m'intéresse pas. Je me fous d'écouter leur argumentaire. Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est le phénomène. Comment quelqu'un qui se dit rationnel va réagir de façon, en tout cas selon mon angle, de façon complètement irrationnelle. Je mettais un post sur Twitter en réponse à un post, je crois, de Psychodélique. Et je disais que pour moi, la base, c'était que par ses facéties psychodéliques, avait mis en avant quelques travers qui somme toute, ne sont pas particulièrement méchants, quoi que ce soit. Mais par ce biais, il a attaqué l'individu dans ses certitudes de toute puissance. C'est peut-être pas le terme qui convienne, mais en tout cas, ses certitudes d'être dans le vrai. En lui montrant que un amuseur lui tient tête, ne baisse pas la tête, bah, c'est pour lui inacceptable. Et surtout quand il a, en ne voulant pas regarder, en ne voulant pas analyser sérieusement, quelqu'un qui est dans l'analyse, qui est dans la... prendre les faits et les analyser, et ne pas faire ce travail et de lâcher une suite de pamphlets, somme toute légèrement nauséeux, mais surtout une suite de petites phrases assassines sur un individu sans le connaître et sans avoir même pris en considération à aucun moment les faits, de partir d'un a priori, de dire crânement et sereinement, non, je vais pas regarder, de toute façon, je sais ce qu'il y a dedans. Bah oui, tu sais, parce que tu sais tout. Et quand après ce gars t'attaque là aussi en te mettant entre les mains que bah lui aussi, dans l'absolu, il peut faire de la zététique, pourquoi pas. Ah, il va utiliser un chat GPT, il va dire... Et puis des bonnes âmes vont lui donner un petit coup de main. Et ça, ça génère la haine, ça génère le ressentiment. On en vient à des excès, franchement, pas joli, mais pourquoi pas. Bon, c'est la première vidéo d'une série hein, qui sera longue et nombreuse, puisque je vais étayer, après je ferai une synthèse, parce que là aussi, il faut prendre un petit peu tout ce qu'on trouve, analyser tout ça, et puis au final, bon ben, on va peut-être comprendre un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, moi, je vais me créer ma petite image mentale. Je n'ai pas d'a priori dans l'absolu, mais peut-être que ça va venir. Allez, on se retrouve bientôt. Si ça vous a plu, donc ça sera sur la chaîne secondaire, puisque ça n'a rien à faire sur la chaîne principale. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéresse et qui vous intéressera aussi, etc., etc. Et on se retrouve surtout bientôt sur une nouvelle vidéo où on analysera une intervention de Thomas Durand, une vidéo, et on va regarder tout ça petit à petit, et puis d'ici une petite cinquantaine de vidéos, on aura peut-être une vision un petit peu plus claire des choses, puisqu'il faut attaquer le sujet. Après on synthétisera, et de tout ce contenu, on arrivera à avoir un truc qui dure 3-4 minutes, où on aura une image forte, j'aurai une image mentale, et je connaîtrai un petit peu mieux l'individu, ses méthodes, etc. Et voir un petit peu, éventuellement, est-ce que c'est la perfection, ou est-ce que c'est un vil usurpateur et un paltoquet? Je ne sais pas. Je suis curieux.